Selon les marques, alors ça va être principalement Chanel et Hermès, ça peut être vu comme un investissement. Ça va pas être juste on achète un sac pour pouvoir le porter. Derrière, il peut y avoir une vraie visée spéculative ou une vraie visée d'investissement. Si on va acheter un sac Dior, on sort de la boutique, le sac a déjà perdu près de 40% de sa valeur. Si on achète un sac Hermès, déjà il faut l'obtenir, ce qui est très compliqué. Le sac peut se revendre encore plus cher qu'en boutique, parce qu'il est extrêmement désirable. Il est voulu par une jeune fille de 20 ans comme par une dame de 80 ans. D'accord. C'est vraiment multigénérationnel. Et ça peut vraiment être considéré comme un investissement très lucratif. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous voici sur ce nouvel épisode de La Martingale. Je suis ravi d'avoir une femme, je crois que c'est la 3e fois en près d'un mois. Hein, donc voilà, alors là, cette fois-ci, on pourrait m'accuser, si j'avais commencé par cet épisode avec toi, chère Alice, de rentrer dans le cliché quand même, parce qu'on va parler de sac à main aujourd'hui avec Alice Léger. Salut Alice. Salut. Alors toi, tu es spécialiste chez Arcurial, Tout à fait. Spécialiste sac à main. Spécialiste principalement de pièces Hermès. D'accord. Parce que Hermès, c'est vraiment un marché qui est complètement à part et qui est vraiment à différencier de Chanel, Louis Vuitton et de toutes les autres marques de luxe. Donc tu réponds déjà à mes premières questions, quoi. Mais non, tu m'as dit quand même, en préparant tout ça, qu'il y avait quand même d'autres marques qui pouvaient compter. Tout à fait. Mais en effet, il y a quelques marques un peu à part. Alors on va parler donc de sacs à main, de pièces de collection, de cuir peut-être plus généralement, enfin en tout cas de différentes pièces qui viennent de grandes maisons de couture et on appelle ça comment, de tanneur, non ? Oui, de maroquinier. De maroquinier, merci. Et toi, c'est ce qui te fait vibrer parce que tu es à la fois spécialiste sur la mode et sur l'histoire, et l'histoire de la mode, c'est un peu ton trip, c'est ça ? Alors, en l'occurrence, je suis beaucoup plus amenée à travailler que sur le Hermès. En fait, on est un département au sein d'Arcurial qui s'appelle Mode et accessoires de luxe. Ouais. Et on prépare à la fois des ventes de mode, de sacs multimarques et de ventes dédiées exclusivement à Hermès. Ok. C'est vraiment trois axes qui sont complètement différents, que ce soit par les pièces qu'on présente ou par la clientèle. Oui, non, ce que je cherchais à dire, en effet, c'était plus ton background, quoi, d'où tu viens, mais d'accord, j'ai bien compris. Et alors, du coup, si je prends un tout petit peu de recul par rapport à Hermès, on va y venir aussi après. Aujourd'hui, la question, alors je vais me faire taper dessus par ceux qui vont trouver ça comme un argument massu pour dire, mais si, tu vois, on peut en acheter, c'est bien, mais on peut considérer qu'acheter un sac, peu importe, de différentes marques, donc en particulier Hermès, est un investissement plus qu'une dépense ? Oui, selon les marques, alors ça va être principalement Chanel et Hermès, ça peut être vu comme un investissement. Ça va pas être juste on achète un sac pour pouvoir le porter. Derrière, il peut y avoir une vraie visée spéculative ou une vraie visée d'investissement. Si on va acheter un sac Dior, on sort de la boutique, le sac a déjà perdu près de 40% de sa valeur. Si on achète un sac Hermès, déjà il faut l'obtenir, ce qui est très compliqué. Le sac peut se revendre encore plus cher qu'en boutique, parce qu'il est extrêmement désirable. Il est voulu par une jeune fille de 20 ans comme par une dame de 80 ans. D'accord. C'est vraiment multigénérationnel. Et ça peut vraiment être considéré comme un investissement très lucratif. Donc c'est un peu
comme chez Audemars Piguet par exemple, ou dans certaines marques de montres, on a fait un épisode là-dessus avec Greg Blumenfeld notamment, où tu vas avoir des listes d'attente, c'est ça, pour commander. Et en l'occurrence, je sais pas si j'ai le droit de raconter cette histoire. Moi, on m'avait demandé, je vais pas raconter ça, je vais me faire griller par la maison Hermès, j'aurais plus jamais le droit de rien faire avec eux. On m'avait demandé un jour d'acheter un sac Hermès, et je l'avais en effet acheté. Je m'étais mis sur liste d'attente, voilà. Et bon, en l'occurrence, c'était pas du tout c'était pour une amie. Oui. C'était pas du tout du business, tu vois. J'ai pas fait ça pour spéculer, en l'occurrence. Oui, il y a deux types de profils. Il y a quand même des gens qui achètent parce qu'ils le veulent. Oui, oui. Mais c'est vrai que Hermès, oui, il y a cette spécificité d'avoir une liste d'attente. Alors, pas pour tous les modèles, principalement pour les Kelly et les Birkin, qui sont les deux sacs vraiment emblématiques de la maison. Et c'est les deux seuls qui vraiment valent plus cher qu'en boutique sur le second marché. Et là, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'attentes c'est pas, enfin, on n'a pas les modèles qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va en boutique, on demande un Birkin en crocodile rose. Si on n'a jamais acheté avant, c'est pas possible. Il faut quand même avoir un historique et pas que sur de la maroquinerie chez Hermès. Il faut aussi voir leurs pièces d'art de vivre, la mode. Il faut être assez large sur son choix chez Hermès avant de vouloir un sac Birkin ou Kelly. D'accord, oui. Donc en effet, l'accès à une forme de spéculation, en fait, j'imagine que tout ça a pour but justement de casser un peu ces dynamiques. C'est se dire, en gros, on travaille avec des habitués, des vrais clients qui vont m'acheter, qui vont être vraiment sensibles à la marque, à son histoire, à ce qu'elle représente, plutôt que des gens qui arrivent et qui veulent... Oui, totalement. D'accord. Oui, c'est pour freiner et puis pour contrôler. Ils ont cette stratégie aussi, elle fonctionne, vu que tout le monde souhaite un Kelly ou un Birkin. Donc, Hermès, Kelly, Birkin, ça c'est le Graal, en gros. Complètement. Et le reste, est-ce que c'est un peu comme... alors, sans parler d'ailleurs, si je reste chez Hermès d'abord, après on va parler du coup de Chanel, j'ai compris. Chez Hermès, le reste des sacs, ça prend pas de valeur, ça perd de la valeur, ou c'est... Il y a un troisième modèle, c'est le Constance, qui a été boudé pendant des années et là qui revient dans la jeune génération, du fait que c'est un modèle où il y a un grand H, donc comme on est sur les retours du logo, il fonctionne. Les autres modèles se revendent pas plus cher qu'au prix boutique, parce que c'est des modèles qui sont plus facilement accessibles, que ce soit en boutique, ou déjà par le prix, ils sont beaucoup moins chers que les Kelly et les Birkin, et parce qu'on peut les acheter très facilement. Alors, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce que tu dis, notamment sur le Constance. Je regarde les prix en même temps. Oui. Je vois sur, par exemple, Collector Square ou d'autres qui doivent être... on est entre 7-9 000 au minimum, jusqu'à des 23-24 000 pour un sac. En effet, c'est un certain... Ça peut monter encore plus. La semaine dernière, il y a eu un record d'enchères. Un Kelly Himalaya, donc ça c'est vraiment le sac, c'est le Graal. C'est vendu à près de 365 000 euros. Sachant qu'il est vendu en boutique à combien ? Il est très compliqué à avoir et il va se vendre autour de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais autour de 50-60 000. D'accord. Ok. Non, ce que j'allais dire, ce qui est intéressant sur le Constance, par exemple, dont tu parles, c'est qu'il a été boudé. Tu as utilisé cette expression. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des... tu dois pouvoir sentir des modes qui vont revenir. Enfin, on doit pouvoir se dire peut-être qu'il y a là un 4e, 5e sac qu'on voit pas. Peut-être que, et c'est le principe aussi pas de la spéculation, mais aussi des modes et de l'investissement. C'est-à-dire que est-ce que le Kelly et le Birkin pourraient redescendre big time parce que tout d'un coup, en quelques années peut-être, mais ils sont plus du tout à la mode et on est passé à autre chose. Je pense pas. Je pense pas parce que ça va faire le Kelly. Il a été créé dans les années 50. On est en 2020. Il est toujours autant voulu. Et en fait, la Hermès a cette facilité, a cette capacité à toujours s'adapter aux nouvelles tendances. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est vraiment sur une mode du tout petit sac, du mini.
Donc Hermès s'est mis sur cette branche et ils font énormément de mini. Ils suivent aussi ils sont toujours en quête de renouvellement avec les mêmes sacs, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des Kelly avec différentes matières, différentes couleurs. Leur gamme de couleurs est remise chaque année au goût du jour et avec une beauté assez incroyable. Et il y a vraiment une qualité aussi dans la peau qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est indéniable. Alors quand on lit, qu'on cherche un peu... on voit que notamment, alors je crois que principalement le Birkin, qui est réputé le sac le plus cher du monde, depuis 40 ans, c'était la question que je me posais, sa valeur n'a jamais décru et son rendement moyen annuel a très largement dépassé celui de l'or ou du Standard & Poor's 500. Donc on est quand même sur en effet un investissement dingue. Alors c'est vrai que ça semble assez incroyable de se dire que ça peut encore continuer, quoi. Je veux dire, un sac dont le prix de base est à 7-8 000 euros. Les prix chez Hermès aussi continuent d'augmenter. Alors, c'est minime, mais il y a quand même des augmentations. Et en fait, c'est comme je disais, comme ils font ils font des éditions limitées, ils font des collaborations avec des artistes. Donc, au final, le Birkin est sans cesse renouvelé, même si la forme ne change pas. C'est renouvelé par les couleurs, par les pots, par des éditions limitées. Donc, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Surtout qu'on voit que les stars en raffolent. Quand on voit toutes les nouvelles rappeuses, Cardi B et compagnie, qui s'exhibent avec ces sacs-là, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, finalement, se mettre sur une liste d'attente chez Hermès, juste pour en acheter un, le remiser dans un coffre et se dire je le garde quelques années, c'est pas une bêtise, quoi. Alors, oui et non. En fait, l'investissement sur les sacs, notamment Birkin, c'est pas fait pour... on va acheter un sac, mais on ne doit pas le garder. Si on le garde, il va perdre de sa valeur. Parce qu'un sac, plus il est récent, plus il vaut cher. Ok. Donc, si on achète un sac là, à la fin de l'année, enfin début d'année prochaine plutôt, et qu'on attend 3 ans pour le revendre, il va perdre de la valeur. On l'achète, on le revend tout de suite. Et il faut faire très attention. Alors, aussi. Ça, c'est ce qu'aime pas Hermès, du coup. C'est justement... Bon, après, Hermès, c'est aussi un peu le jeu. Ils savent qu'en vendant quelques-uns, il y a forcément des clients qui vont essayer de faire de la spéculation. Mais à côté, il y a quand même une clientèle fidèle qui va profiter de ces sacs-là et qui ne vont pas les acheter que pour les revendre. Ok. Mais il faut aussi faire très attention à la couleur. Acheter un Birkin noir sur le second marché, on en trouve assez facilement. Oui. Donc au final, on va peut-être pas les vendre plus cher que ce qu'on les a achetés, ou plus ou moins le même prix. D'accord. Plus ou moins le même prix, dans ce genre de prix, tu vas le vendre 8 000 alors que tu l'as acheté 7 000. Oui, à peu près. C'est déjà ça. Oui. Tu vois. Oui. Bon, après, en effet, non, mais j'ai dit ça, finalement, voilà. Alors, c'est très inaccessible. Enfin, je veux dire inaccessible. Je veux dire, on peut pas on va y revenir peut-être après sur des ventes aux enchères et sur est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires, est-ce qu'on peut vraiment trouver un certain nombre de choses. Mais sur cette partie neuve, c'est très inaccessible. C'est compliqué, oui. Vous, ça vous arrive alors en enchère d'en vendre des neufs qui sortent directement Complètement. D'accord. Oui. On a souvent on a toutes les dernières nouveautés. Des fois, on a des stacks, ils ont même pas 1 mois, c'est des bébés. D'accord. Et tout de suite, on les revend parce que c'est cette dynamique de on le revend tout de suite pour pouvoir faire un petit peu d'argent. L'avantage, j'imagine, en achetant ou en vendant chez vous, c'est que vous les certifiez quelque part ? Oui, on certifie les sacs. On a quand même un souci d'authenticité qui est très important pour notre image, pour aussi garder la confiance de nos clients. Okay. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut pas... on est obligé de faire attention. Très bien. Donc, comme sur les montres, j'imagine que la problématique, en effet, vient de... Là, il y a des certificats, ça fonctionne pareil ? On l'achète, on le vend avec un certificat ou c'est c'est une gravure dedans ou c'est... Non, il y a plusieurs éléments qui vont montrer que les sacs sont authentiques. Après, souvent aussi, on demande les factures d'achat Hermès. Et après, nous, c'est aussi notre travail de les authentifier. D'accord. Mais il y a plusieurs éléments sur un sac qui vont nous dire c'est un vrai, c'est un faux. Parfois, c'est même très compliqué.
Et c'est ce qu'on me disait à un moment, c'est que même les maisons de temps en temps ont du mal à identifier le vrai du faux. Oui. Surtout que Hermès a le souci aussi de certains de ses anciens employés ou actuels employés qui, dans leur hors cadre du travail, font des sacs et les revendent sur le marché noir. D'accord, donc dans de la manufacture. Ok. Oui. Oui, sachant qu'à un moment, quand tu lisais, je sais pas si tu as lu ce livre Gomorrah, mais ils expliquaient notamment que pas mal de maisons de luxe, alors Hermès c'est un peu à part parce que je crois que c'est fait en France, tout, Oui. mais pas mal de maisons de luxe qui faisaient beaucoup de choses en Italie, laissaient volontairement des sous-traitants faire des faux, qui en fait étaient des faux vrais, exactement les mêmes, pour baisser leur prix de production. Donc en gros, ils arrivaient à vendre des sacs des milliers d'euros, alors qu'en prix de production, il leur coûtait à peine 100 euros, voire moins. Et derrière, le manufacturier allait vendre plusieurs centaines d'euros des faux, qui eux-mêmes leur avaient coûté assez peu cher. Ouais. Il y a vraiment de quoi se faire de l'argent. Oui. Bon, après, en effet, sur le faux, c'est quand même un peu... j'imagine plus délicat, et puis en plus c'est un délit, donc on risque quand même de se retrouver embourbé dans certains problèmes. Ok, donc Kelly, Hermès, j'ai compris, je me mets sur liste d'attente, je revends assez vite, parce que si j'achète un Hermès, un Kelly de 1985, alors en fait, tous les Kelly des années 80, 70, 60, il n'y avait pas une diversité aussi importante qu'aujourd'hui dans les peaux, dans les couleurs. Donc souvent, des Kelly des années 60, 70, c'était en box noir. Box, c'est du cuir lisse. Noir, marine ou bordeaux. Il n'y avait pas de vert. Enfin, c'était très rare. Donc du coup, ça vaut pas spécialement cher. Ce genre de modèle, il faut les acheter sur la seconde main pour éventuellement les revendre aussi sur la seconde main. Mais quand on hérite un Kelly de sa grand-mère, on va pas se faire des milliers et des cents avec ce modèle-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, un Kelly en box noire des années 70 en très bon état, on va le revendre peut-être 2000 euros, 2500. D'accord. Donc on est loin des 7-8 000 euros qu'on peut obtenir si on l'a de 2020. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en effet, contrairement à pas mal d'investissements sur des objets que j'ai pu faire, je dis objets plus largement, le vin notamment, les montres, etc., qui ont quand même une tendance au long terme à prendre de la valeur. Là, on est quand même sur un produit dans son ensemble, peut-être qu'il y a des cas exceptionnels, mais qui a une tendance à se dévaloriser. Peut-être sur des pièces uniques où tu parlais, je sais pas, de certains crocos ou je sais pas quel. Tu parlais de quoi ? C'était quoi Himalaya. Himalaya, oui. J'allais dire Impala ou je sais pas, mais on ne peut pas oublier que ça reste des peaux d'animaux, généralement. Donc peut-être que sur certaines pièces uniques, ça doit pouvoir quand même continuer à prendre de la valeur. C'est très cher. Oui, ça peut éventuellement continuer à prendre de la valeur ou souvent ça se stabilise. Okay. C'est-à-dire qu'on est arrivé à par exemple, l'ancêtre de l'Himalaya s'appelle un céladon. C'est de l'alligator qui est un espèce de dégradé un peu vert-bleu qui a été fait dans les années 90. Celui-ci, il a beau dater des années 90, sa valeur s'est à peu près stabilisée à 30-40 000 euros, ce qui n'est pas non plus anodin comme somme. Et alors, il y a quand même, j'imagine, des relations avec l'international importantes, dans le sens où, par exemple, je crois savoir que les Russes raffolent notamment des Birkin, je crois en particulier. Est-ce que des populations émergentes riches comme les Chinois ou par le passé, il y a 20 ans, je sais pas, des Japonais en Asie ou d'autres vont faire vraiment bouger le marché aussi Alors oui, l'Asie est vraiment un marché complètement à part, mais disons que eux, chez eux, en Chine ou beaucoup à Hong Kong ou même au Japon, ils ont leur propre canaux de revente qui fonctionnent extrêmement bien. Il faut savoir aussi que comme les sacs, tout ce qui est Hermès, Chanel, maisons de luxe, sont revendus en boutique presque 30% plus cher qu'en Europe. Du coup, nous, souvent, quand on donne des estimations, on est trop en dessous par rapport à ce qu'ils ont payé, eux, en Asie. Du coup, ils vont plus favoriser la revente dans leur pays et se concentrer vraiment sur leurs canaux propres. Il faut qu'on les envoie là-bas, nos sacs, du coup. Oui.
D'accord, c'est pour ça, d'où la frénésie quand beaucoup d'Asiatiques viennent. Complètement. Oui, c'est moins cher. Entre les deux confinements, je me suis passé au bon marché. J'ai vu les boutiques qui étaient toutes ultra confinées, difficiles de rentrer, etc. Il y avait des queues monstrueuses. Les seuls endroits où il y avait des queues, c'était chez. Alors, il y avait quand même du Vuitton, par exemple. Je suis surpris que évidemment, alors Chanel, et c'est quoi leur sac? Je vois très bien la petite pochette là. Le Timeless ou le 255. Voilà, c'est ça. Donc, ça sont j'imagine, les pièces que tout le monde cherche aussi. Oui. Peut-être un peu moins cher? C'est un peu moins cher. C'est revendu ça s'achète à peu près à 5 000 €, quelque chose comme ça. Ah oui, carrément accessible même. Oui. un objet de la vie quotidienne. Mais en fait, il y en a. En fait, Chanel sort quand même beaucoup de sacs. Donc, Chanel en fait fonctionne par des éditions limitées. Donc, le marché de la revente va beaucoup fonctionner sur ces éditions limitées qui vont se revendre très cher. Mais c'est rare qu'on atteigne quand même le prix boutique. On va le revendre peut-être 3 500, 4 000. Donc, il y a quand même une petite perte. Mais ça fait partie des modèles qui se revendent extrêmement bien. Et les Louis Vuitton, pour revenir à cette maison, en fait, la production Louis Vuitton est très importante. Donc, il n'y a pas cet effet de désirabilité. Ce qui va marcher avec Louis Vuitton, c'est toutes les collaborations qu'ils ont pu faire, par exemple avec Suprême, ça avait cartonné. Mais c'est pareil, en fait, cette collaboration sur la revente avait cartonné juste après. C'est-à-dire que les gens avaient acheté pour revendre immédiatement. Maintenant, quand on revend des pièces Louis Vuitton, elles se revendent beaucoup moins cher que quand on les avait revendues, par exemple, en 2018. D'accord. Et là-dessus, on voit pas d'effet de retour après quelques années. On peut pas se dire dans 7, 8, 9... Enfin, t'as pas vu, je sais pas moi, des pièces du début des années 2000 qui repartaient à la hausse fortement. Il y avait peut-être pas beaucoup de collabs à l'époque, j'en sais rien, mais... Si, enfin... Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on peut revoir des modèles des années 2000 parce qu'ils sont revenus au goût du jour. Par exemple, Fendi a ressorti son sac baguette. Donc là, on l'a revu sur le marché de la revente, mais quand même à des montants qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'ils avaient pu se vendre dans les années 2000. D'accord. Ouais, donc du coup... Si on veut parler d'investissement, soit on réussit à trouver, je ne sais comment, des prix vraiment très avantageux. Mais j'imagine que sur on va dire le passé proche des sacs qui ont moins d'un an, en tout cas, c'est difficile d'en trouver à des prix très avantageux. Peut-être que sur des passés plus lointains, on doit quand même pouvoir trouver des, je sais pas... Oui, parce qu'en fait, on peut investir dans un sac qui a 10 ans, mais qui est dans une couleur difficile à trouver ou dans une matière difficile à trouver. Là, par exemple, l'autruche est redevenue à la mode chez Hermès. Okay. Alors, pas du fait d'Hermès, mais parce que les gens ont vraiment de nouveau redécouvert cette matière. Et donc, un sac qui peut dater des années 2005, s'il est en autruche, par exemple, en autruche rose, et bien là, il va se revendre cher. Donc, il y a certaines... En fait, il faut toujours faire très attention à la matière et à la couleur, qui peuvent être deux éléments complètement déterminants pour la revente. En effet, autruche rose, je vois du 10 000, 15 000, 20 000 euros. Voilà. Sur des sacs qui s'achetaient combien, tu crois, à peu près? Ça, je dirais à peu près 6 000 euros. Ah oui, ouais, ok. Ouais, donc il faut savoir que l'autruche va revenir en force. Oui, mais peut-être que dans 2 ans, ce sera de nouveau en pause. Ouais. Donc oui. Voilà, il y a certaines matières, il faut bien doser. Oui, sachant que je vois très bien pourquoi, enfin ces couleurs, en effet, il y a pas si longtemps que ça, les roses, saumon, etc., c'était pas du tout ce qu'on voyait, quoi. Et en effet, limite le noir ou le bleu marine, comme tu disais tout à l'heure, plus classique, sortait beaucoup mieux, quoi. Après, tout dépend aussi de la clientèle. Une clientèle parisienne va préférer un sac noir bleu marine. Une clientèle russe va préférer du vert ou du rose. D'accord. C'est différent. Selon le lieu où on vit, on va se promener à Monaco, c'est pas la même chose qu'en se promenant à Paris, sur les sacs qu'on va voir au bras des femmes. Alors du coup, quand on l'achète, est-ce qu'on a le droit de le porter du coup après? Ah bah, on peut le porter, mais il faut faire attention à pas l'abîmer. C'est le jeu. C'est-à-dire que si on achète un sac en crocodile, le crocodile, c'est la peau la plus fragile. Donc, la moindre goutte d'eau est fatale pour cette peau. Donc, il faut faire très attention. Ouais, on peut le porter, mais si on veut le revendre, il faut quand même être prudent.
On le porte, mais à la maison. Exactement. Voilà. Il ne faut pas le poser par terre. Il y a des règles. D'où en effet le fréquent de voir alors des femmes, hein, c'est principalement des femmes qui ont ces sacs, qui vont demander dans un café un siège pour poser leur sac, oui, ce qui est toujours assez surprenant, et qui vont mettre leur enfant par terre. Et du coup, non, je déconne. Et alors justement, j'y viens, mais et pour les hommes, dans cet univers, la maroquinerie, etc., il n'y a rien de très... Alors, on voit de plus en plus d'hommes porter des Birkin 40, donc des grands Birkin. Okay. Ça se voit de plus en plus. Ah bah donc eux aussi vont demander un siège. Autant pour moi, je reviens sur ce que je viens de dire pour poser leur Birkin 40. Très bien. Alors pour l'instant, on est plus sur des couleurs assez classiques, du bleu marine, du gris. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Après, pour les hommes, il n'y a pas vraiment de marché comme ça un peu spéculatif. C'est-à-dire qu'il y a bien des modèles comme un sac à dépêche qui a un porte-document, mais ça ne va pas se revendre plus cher qu'en prix boutique. Donc, Louis Vuitton a pu faire des collabs où les derniers sacs qu'ils ont sortis, que Virgil Abloh a sorti, effectivement, là, ça a pu se revendre très bien. Mais je serais pas convaincue je suis pas convaincue que c'était plus cher que en boutique. Ok, oui, en effet, quand je cherche un peu Birkin 40 hommes, c'est quand même un truc de modeux, hein, j'ai l'impression quand même. Je suis pas complètement prêt d'assumer ma sortie en tongs Marc Jacobs et non, je sais pas. Les hommes vivent plus à travers les collabs en fait. Ouais. Ok, donc c'est un marché, en tout cas dans son usage, pas forcément dans ses spéculations réservées aux femmes. Je vois Jane Birkin, en fait, on est bien d'accord que c'est un rapport, hein, c'est fait par rapport... Est-ce que tu sais si elle touche une royalty sur les Birkin, elle ou... Non, elle touche rien. Enfin, de ce que je sais, non, elle touche rien. Ouais, mais a priori, non. Ok, il y a des anomalies, il y a des t'as remarqué des choses quand même où si on sort, alors moi ce que j'ai noté, hein, c'est Kelly Birkin, Constance chez Hermès. Constance c'est un peu le petit nouveau, faut faire attention parce que ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, j'imagine. Possible, oui. Pour l'instant il est sur... Il y en a d'autres qui pourraient monter que tu sens comme ça ou... Non, il y a des modèles classiques de chez Hermès qui se vendent bien, mais... Au point des Kelly et des Birkin, non. Ok. Chez Chanel, j'ai Timeless 255, c'est tout. Oui. Ouais. Chez Vuitton, on regarde les collabs qui se font. Mais c'est pareil, c'est pas des éditions limitées ? Si, c'est des éditions limitées et c'est pour ça qu'ils arrivent quand même à trouver leur place dans le marché de la revente. Et c'est pareil, c'est des clients triés sur le volet aussi ou c'est vraiment first in dans la boutique ? Non, certaines collaborations sont d'abord présentées à leurs clients préférentiels et ensuite, je pense que c'est ouvert aux autres. Dans ce qu'on appelle les trunk shows, c'est ça ? Ouais. J'ai appris le mot trunk show, donc trunk, la valise et le show, donc voilà, je pourrais vous expliquer le trunk show, mais je vais vous passer cette... Mais par exemple, Louis Vuitton fonctionne très bien par leur malle. Ouais. Là, on est vraiment... Ah mais ouais, les malles. Et alors ça se valorise, non ? Alors les malles, ça se valorise, et pour le coup, la date, le fait qu'elle soit très ancienne, a un impact important sur le prix des malles. C'est très recherché. Et on ne parle pas d'hommes, hein, toujours pas. On parle des malles, des malles. Hein, des grosses malles, pas oui. Des malles avec un, oui. un accent. D'accord. Et les malles se valorisent avec l'âge. D'accord. Et... La fonction des malles aussi peut avoir une importance dans le prix. D'accord, c'est-à-dire ce à quoi elles servaient ou elles servent aujourd'hui, enfin... Ce à quoi elles servaient à l'époque, oui. D'accord. Il y avait différents types de fonctions des malles et ça peut être quelque chose qui est important quand on revend. Ok. Habile les malles, j'avais pas forcément... En plus, c'est hyper joli, quoi. J'en verrais bien une dans mon salon, mais si à la moindre goutte d'eau ou de café, mes enfants abîment ma malle, je pense que ça finirait par... y en a beaucoup qui utilisent des malles comme des tables basses, mais après, faut peut-être la protéger avec du verre ou je sais pas. Une bâche. Une bâche, ouais. Ça perd un peu de son intérêt. Ok. Il y a d'autres petits blind spots comme ça, comme les malles,
Non, là, pas que... J'ai pas en tête. D'accord. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fait un peu de travail. Donc, si je veux me lancer dans une strat comme ça, je vais chez Hermès. Mais non, mais pas chez Chanel ni Vuitton. Vuitton éventuellement sur les collabs, quoi. Sur les collabs, Chanel, les éditions limitées. Ouais. Mais faut les porter. Parce que ça prend difficilement de la valeur, donc autant en profiter. Ouais. Donc c'est une dépense plus un investissement, quoi. Très bien. Et donc je me mets sur liste d'attente sur un certain nombre de... Il y a des techniques pour être pris en liste d'attente ? Ça, j'ai jamais essayé de me mettre en liste d'attente. Donc peut-être que j'essaye pour voir. Je sais pas. Vraiment, je veux pas dire de bêtises, donc je sais pas. Ok. On essaye et puis vous me raconterez. Donc on a compris l'achat, la vente. Comment ça se passe ? Donc toi, tu es spécialisé là-dedans. Vous faites ça chez Arcurial. Je peux le vendre aussi sur le Bon Coin ? Oui, mais alors le souci, c'est que sur des montants pareils... Je risque de me prendre une beigne et quelqu'un qui part avec mon sac sans m'avoir payé, quoi. Voilà. Enfin, c'est plus d'un point de vue acheteur. Acheter sur le Bon Coin ou eBay, il faut quand même être serein. Parce que, je le confirme. C'est des montants, il n'y a aucune certitude que le sac sera authentique. Il y a quand même beaucoup de risques à faire ça. Il vaut mieux quand même aller sur une plateforme dédiée ou sur une maison de vente où là, il y a quand même quelqu'un qui contrôle. Ok, alors je voyais par exemple, excuse-moi de les citer, mais du coup, c'est pas mon sponsor du tout, hein. Je les ai vus une fois il y a longtemps, mais Collector Square par exemple, ce genre de plateforme, c'est ça, ils certifient aussi. Oui. Eux, ils te proposent un prix de vente fixe. Tout à fait. Et vous aussi, comment ça se passe ? Tu me garantis un minimum si je viens chez toi ou... Alors nous, c'est une vente aux enchères, donc en fait on donne une estimation et on fixe effectivement ce qu'on appelle un prix de réserve, donc c'est-à-dire prix en dessous duquel on ne vend pas la pièce. Okay. Alors, pour vendre aux enchères, on peut être extrêmement gagnant, mais il faut être quand même un petit peu joueur. C'est-à-dire que on va proposer des estimations qui sont attractives pour pouvoir obtenir la meilleure adjudication possible. Okay. Si on met une estimation qui est trop haute dès le départ, on bloque les enchères parce que les gens se disent c'est pas intéressant. D'accord. Le but, c'est qu'il y ait deux personnes qui se disent c'est très intéressant, faut enchérir. Donc il faut avoir un peu peur. Il faut accepter à mettre ton sac que tu as payé 6 000 € à 5 000. Oui, en plus, moi j'ai... Tu vas me tendre, là. J'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais confortable, la chère Alice, mais là je me sens plus très bien. Je trouve qu'il faut quand même aussi garder une certaine éthique vis-à-vis d'Hermès. C'est quand même délicat de proposer des estimations qui sont au prix boutique, alors qu'on est quand même sur un marché de la revente. Donc il faut aussi, il faut quand même proposer des estimations qui soient justes pour que ça puisse monter. Et tu peux avoir des enchères un peu débiles, entre guillemets, c'est-à-dire tu arrives avec ton petit Birkin noir que tu as payé 6 000 balles, toi tu le mets à 5 000 ou 4 500 et le truc part à 15 000 ? Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. C'est ça qui est assez surprenant avec les enchères, c'est que on n'a jamais... Non, c'est moi qui l'aurais. Oui, c'est ça, c'est que sur des modèles, on n'aurait jamais cru que ça allait monter autant. Et par exemple... en janvier dernier, j'avais un Birkin en veau d'Oblis, tu sais, comme du Suède, rose pâle. Je n'ai pas compris. Mais... C'est rose pâle, très joli, que j'avais estimé à 8 000 €. Il s'est vendu 54 000 €. Pas mal. Donc c'est... On mise tout sur le rose, on a compris. Là, en ce moment, là, c'est... Voilà, des fois, c'est ça qui est assez marrant sur les enchères et excitant, palpitant, c'est que des fois, les prix peuvent monter. Et qui, pareil, était tout neuf, hein. Non, il n'était pas tout neuf, lui, pour le coup. Il n'était pas tout neuf. Je crois que de mémoire, il devait dater des années 2005, quelque chose comme ça. Okay. Mais comme c'est une matière compliquée à trouver, dans une couleur compliquée à trouver, là, ça a monté. Ok. Et donc, en effet, j'imagine que les noirs, bleu marine, vert, non, c'était pas vert, c'était gris. Ça, c'est un peu le truc que tu trouves partout, même si ça coûte toujours cher, voilà. Tu le trouves partout. Donc, c'est les valeurs sûres à la fois. Tu as certaines couleurs comme ça compliquées à trouver qui montent en flèche, qui parfois, j'imagine, descendent aussi parce que tout d'un coup, plus personne n'en veut. C'est possible. Après, quand on regarde, ce qui est au goût des Européens ne l'est pas forcément pour... Il y a un bleu, Birkin bleu, je tape. Alors bleu, il y a des centaines de bleus différents. C'est ça aussi la force d'Hermès, c'est qu'ils ont un dégradé de couleurs qui est assez impressionnant. Donc il y en a pour
pour tous les goûts finalement. C'est vraiment... et puis entre le marché russe, du Moyen-Orient ou asiatique, les goûts ne sont pas du tout les mêmes. Comment on s'assure que le sac en question n'a pas été volé, par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. C'est voler. Alors il y a quand même quand on se fait voler des pièces dans les maisons de vente ou même les plateformes, on est quand même censé porter plainte. Et dans ce cas-là, les sacs sont enregistrés. Donc chaque sac a un numéro. C'est le numéro de l'artisan chez Hermès. Donc on est censé pouvoir aussi donner un maximum d'informations pour pouvoir le signaler. Donc du coup, notification importante, quand on achète un sac, d'occasion, voilà, on peut-être prendre en photo le numéro, je sais pas, la transaction d'une manière ou d'une autre, demander de mettre à Arcurial ou à, peu importe à qui je l'achète, le numéro du sac sur la facture. Ça peut être important. Notamment parce que si moi je me le fais voler, déjà je pourrais le déclarer avec le numéro et l'afficher quelque part. Donc s'il est retrouvé ou revendu ailleurs, je pourrais probablement le récupérer. Après, je vous cache pas que c'est quand même compliqué de retrouver un sac volé. J'imagine, mais bon, je veux dire, après, si quelqu'un, si même tu fais une certification un jour sur de la blockchain ou des choses comme ça, c'est, j'imagine, possible. Et puis en plus, si jamais il était retrouvé d'une manière ou d'une autre comme ça, ou tu dois pouvoir on te demande, toi, ton sac, on te dit qu'il a été volé lui-même, je dois pouvoir aussi me retourner contre leur vendeur et lui dire, attends, moi tu m'as vendu un sac volé, c'est du recel, etc. etc. D'accord. Un peu comme pour les tableaux. Ouais, ok. Donc c'est intéressant de bien noter ce genre de choses, sachant que tu le dis, il y a la facture, mais il n'y a pas vraiment de certificat d'authenticité qui accompagne un sac. Non, c'est vrai que dans les Chanel, dans les sacs, il y a une petite carte d'authentification. Chez Hermès, c'est pas le cas. Ok. Très intéressant. Donc faut surveiller. Et où est-ce qu'on s'informe sur tout ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a des endroits où, si je veux savoir le prochain Rossomon qui va sortir, enfin en tout cas, où est-ce qu'il va y avoir un boom? Tu vois, je lisais en préparant tout ça, je voyais que alors chercher sur je recherche mes notes, mais on a certains sacs quand même, certaines maisons qui où est-ce qu'il est? Non, je suis pas sur le bon article, mais qui vont monter quand même très fort. Les pièces colorées qui se vendent très bien aujourd'hui, alors qu'elles se vendaient mal. Préférer les produits rares, c'est rédhibilité. Conserver soigneusement le sac et ses documents, alors s'il y en a. J'imagine aussi le sac est lui-même vendu dans un sac, c'est ça? Donc souvent, enfin tout ce qui va autour, ça doit être. Oui, il est vendu dans un dust bag qui est vendu dans un carton, lui-même dans une boîte. Dans une boîte. Ouais. D'accord. Après, ça, ce genre de choses, c'est très bien pour conserver. Ça apporte pas une valeur supplémentaire. D'accord. C'est bien de l'avoir pour le sac. Très bien. Bon, je crois qu'on on est prêt à investir dans le sac du coup. Finalement, c'est pas ça. Tu peux dire que potentiellement, c'est peut-être la beauté du truc, c'est que c'est pas compliqué, hyper compliqué, quoi. Oui, c'est pas compliqué. Après, il faut quand même suivre un peu les dernières tendances. C'est important finalement de suivre aussi toutes les derniers défilés avec les prochaines modes, parce que ça donne aussi une indication par rapport au choix de la taille, même au choix des couleurs ou des matières. Mais ça reste quand même quelque chose. Alors, c'est très cher, mais pour choisir un modèle, c'est pas très compliqué finalement. Mon gros, oui, il y en a 3 en fait, 2 même. Mon gros apprentissage surtout, pour moi, c'est le fait que si je pensais que si j'en achetais plein et que je les stockais neuf dans un coffre gigantesque avec 8000 sacs, voilà, j'aurais un truc qui se valoriserait, et c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la couleur ou de la matière. D'accord, donc la difficulté, c'est de se fournir et voilà, et j'imagine que tu peux pas en acheter plus qu'un par an ou peut-être voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut être assez visionnaire sur la couleur ou sur la matière. Ah oui, voilà, moi c'est là-dessus où je voulais en venir avant de finir, c'est
Si j'ai un plus petit budget, cet univers, mais totalement inaccessible, je veux dire, faut en acheter à plusieurs. Est-ce qu'il y a des sacs quand même sur lesquels je peux me dire, en économisant, je trouve un sac à 400 euros que je pourrais revendre 600, 800, 1000 ou je sais pas, où ça n'existe pas. C'est vraiment Alors, ça doit être possible. Je pense qu'on peut encore trouver dans certaines maisons de vente des Constances qui sont un peu vieux, qui datent peut-être des années 80. On peut en trouver peut-être encore autour de 500, peut-être 1000 euros et les revendre 3000 euros. Ok. Mais il faut vraiment avoir l'œil. Vraiment, vraiment. Ok. Et là, ça devient compliqué. Maintenant, les gens sont quand même parfaitement au courant de la valeur de leur sac. Et puis tout est connecté de plus en plus à Internet, donc Oui. ça se repère plus facilement, parce que les maisons de vente, l'avantage qu'on avait potentiellement avant, c'est qu'il fallait aller regarder les objets qui allaient être en vente, Ouais. tout d'un coup Oui, tu maintenant, avec dénichais Internet, ouais. au fin fond d'une ville en région, un sac que personne ne veut dans cette ville en région, beaucoup trop cher pour tout le monde, à 500 euros alors qu'il en vaut 4000, et puis voilà, ça c'est presque révolu comme... C'est presque révolu, mais bon, je pense qu'en cherchant, on peut encore retrouver des perles rares. Après, il y a aussi des fois sur des ventes où certaines pièces vont mal se vendre parce qu'il va y avoir la personne qui va enchérir dessus. Et on peut faire éventuellement de bonnes affaires, l'acheter et le revendre peut-être ailleurs ou même le revendre dans la même maison, mais à 6 mois d'intervalle. Très bien. Sinon, c'est un container direction l'Asie, et puis là on fait 20-30%, c'est pas mal aussi comme stratégie. Oui, oui. Et peut-être que là-bas, ce que j'avais vu sur notamment les Rolex, c'est de mémoire, ils achetaient par exemple au Japon les petits modèles avec les tout petits écrans, qui étaient à l'origine pour les femmes, qui se vendent plus du tout en Europe, parce que les femmes préfèrent en Europe des modèles avec des écrans plus grands, et en l'occurrence, donc du coup, il y avait des échanges qui se faisaient où là-bas, ils nous envoyaient des Rolex plus... voilà, et ça, peut-être qu'en effet, il y a des choses à faire. Alors, ça doit être contrôlé aussi par les douanes, etc. J'imagine que c'est pas si simple, mais... Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a toute la législation autour de la protection des peaux qui rend aussi... qui peut rendre compliqué le marché. Ah oui. Certains pays, tu peux pas vendre de crocodiles ou d'autruches ou... C'est pas ça, c'est qu'il faut obtenir des documents de la part du pays exportateur qui peuvent être compliqués à fournir aux autorités. Et ça peut être un vrai moins, en fait. D'accord. Faire attention sur le croco. Et là-dessus, dernière question sur cet univers incroyable des sacs et de la maroquinerie. Il y a pas une possibilité, une tendance à justement la décroissance, l'écologie, le fait que ce soit des peaux animales, etc. Il n'y a aucun... ça sourcille pas sur ce marché. On pourrait croire, mais encore une fois, nous, en tant qu'Européens, effectivement, on peut remarquer peut-être une baisse d'intérêt sur les peaux en crocodile. Mais ça va pas être vrai du côté du marché de l'Est ou du marché du Proche-Orient. Donc, je trouve effectivement en ce moment qu'en Europe, il y a quand même... les gens se détournent un peu du crocodile, mais c'est pas du tout le cas chez nos voisins. Très bien. Bon, alors on a une belle stratégie pour investir dans les sacs à main à l'approche des fêtes. C'est une bonne chose. Allez-y gaiement. Le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir en trouver maintenant. Donc, mettez-vous sur liste d'attente et puis on en parle. Tu peux peut-être aussi, d'ailleurs, j'imagine, si tu te débrouilles bien avec ta liste d'attente et que tu n'as pas d'argent, trouver quelqu'un que ça intéresse. Là, ça va carrément vénère Hermès si je dis ça, mais en l'occurrence... dire j'ai ma liste d'attente qui est là, j'ai mon ticket gagnant presque, qui me finance mon sac, quoi. Oui, il y a beaucoup d'intermédiaires comme ça qui fonctionnent très bien. Ok, ça donne plein d'idées cette histoire. Écoute, je te remercie. Alice, est-ce que toi tu as une martingale? Non. Non, t'as pas un investissement spécifique, un petit truc pas encore. qui te titille un petit peu? J'y réfléchis, mais pas encore. Ça va venir. Petite idée, ça vient, rien? C'est vrai que c'est tentant de rentrer dans l'investissement des sacs, mais ça prend du temps. C'est prenant. Ouais, très bien. Ça viendra. Ok, je te remercie. On peut te suivre sur LinkedIn?
Oui. Alice Léger, je mettrai le lien ailleurs, Twitter, Insta, je sais pas, il y a un endroit où tu... Alors, on a un Insta du département d'Arcurial qui s'appelle Hermès Vintage et Fashion Art. Ok. Et vous mettez des pièces à vendre, du coup, j'imagine ou... On présente tout ce qu'on met en vente. Là, en ce moment, on a une vente en ligne au profit des Restos du Cœur. Donc, il y a plein de jolies pièces à chiner, que ce soit du Chanel, du Louis Vuitton ou du Hermès pour tous les budgets. Et en janvier, la vente de Monaco, principalement axée sur les pièces Hermès. Superbe. Et ben voilà, on mettra les liens sur les réseaux sociaux et sur le site de lamartingale.io, lamartingale.io. Je te remercie, Alice. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité, vos messages. Voilà, cet épisode très loin du Bitcoin, mais aussi intéressant. Et voilà, on connaît tout de comment pas se foirer sur un investissement dans la maroquinerie. Je vous remercie. Vous n'êtes pas assez à noter La Martingale, laisser un commentaire sur Apple Podcast. Alors, je vous rappelle, vous êtes hyper fort sur Génération Do It Yourself, mais pas sur La Martingale. Donc, je vous remercie à fond de le faire tous en même temps à la fin de cet épisode. D'un coup, ça permet de remonter dans les classements et puis de faire découvrir ce podcast à d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur La Martingale. Salut! Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.